Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans Starter, je suis ravi de vous retrouver pour parler de Formule 1 et du nouveau Grand Prix qui s'est déroulé ce week-end. On commence à rentrer dans la saison estivale de la Formule 1 avec ce Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e rendez-vous de la saison à Silverstone, qu'on visite depuis 1948 et même depuis 1950 pour la Formule 1. 75e édition sur le circuit du 5 km 891 que les pilotes ont parcouru 52 fois hier, enfin un petit peu moins, on va bien sûr en parler. Et c'est vrai que venir à Silverstone par la Formule 1, c'est venir dans la grande histoire de la Formule 1. Comme je vous le disais, on connaît ce circuit depuis 1948. C'est vrai, la première fois d'ailleurs qu'il y a eu un Grand Prix d'une Grande-Bretagne automobile avant les autres courses, tout ça, les autres coupes qu'il y avait en Grande-Bretagne. Il n'y avait pas encore de Grand Prix de Grande-Bretagne, voilà. Et le premier, c'était en 1948, sur ce qui était encore un aérodrome militaire de celui de Silverstone. Et oui, si vous ne le savez pas, enfin, maintenant, vous pourrez peut-être, je pense que vous pourriez le savoir, eh bien, Silverstone était un aérodrome militaire de la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs pendant chaque Grand Prix, l'aéroport le plus fréquenté au monde, c'est pour vous dire. D'ailleurs, ça a été encore le cas ce week-end. Plus de 400 000 spectateurs venus voir la Formule 1, les formules de promotion, la démo de Sebastian Vettel avec la Williams, qui n'a pas été retransmise sur Internet. C'est un peu dommage. Enfin, si vous aviez F1 TV, vous avez pu en profiter. Enfin, je l'espère. Et c'est vrai que quand on vient à Silverstone, je vous le disais, c'est vrai que c'est vraiment l'histoire de la Formule 1. C'est ce circuit qui a aussi officiellement accueilli le tout premier Grand Prix du championnat du monde le 13 mai 1950. J'avais déjà évoqué une vidéo à ce sujet. Si vous fouillez un peu dans les archives de la chaîne, vous arriverez à la retrouver. Et c'est vrai que ce circuit qui a connu quand même des modifications majeures dans son tracé, qui a été redessiné au fur et à mesure dans près de 80 ans d'existence. Et maintenant, je ne vais pas vous mentir, même si on a des nouveaux stands qui représentent une aile avec un départ non loin de la ligne de départ originale, je suis un petit nostalgique de l'ancienne ligne droite de départ avec le premier virage de Copse. Et bien sûr, ces trois virages fantastiques qui sont Maggots, Beckett, Chapels, qui sont un vrai juge de paix. On l'a encore vu ce week-end, autant le dire. C'est des enchaînements historiques qui ont été copiés, puisqu'on retrouve un peu ce dessin à Austin aux États-Unis, mais ça ne vaudra jamais le dessin de Silverstone. Autant le dire, d'ailleurs, Silverstone, c'est vraiment un monument de la Formule 1. Oui, il faut le dire. Il y en a qui diront, il y a d'autres monuments, c'est vrai, mais Silverstone, c'est celui qui est vraiment gravé dans le marbre. Il faut le dire. Et bien sûr, on vient à Silverstone après encore en mémoire une édition de 2021. Voilà, on va pas revenir dessus, mais il y a quand même d'autres courses marquantes, il faut le dire. Quand on regarde toute l'histoire de la Formule 1 à Silverstone, on a vraiment des courses qui ont été marquantes. Si on reprend en 2013 avec les explosions des pneus Pirelli, où on a été vraiment surpris de voir le chaos que c'était en piste. On a de mémoire 2014, Mercedes Raikkonen. On a 2019, on a les deux Grands Prix de 2020. Enfin, oui, les deux Grands Prix de 2020 qui avaient lieu à Silverstone. Je retiens surtout le Grand Prix de Grande-Bretagne et l'arrivée incroyable d'Hamilton sur 3 roues. C'est pour vous dire que voilà, Silverstone, c'est vraiment la course où on a la chance de ne pas être déçu. L'année dernière, voilà. Il faut le dire. Et d'ailleurs, pour cette édition 2022 de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, je me répète, eh bien, Red Bull arrive en leader, mais solide, costaud, avec un enchaînement de victoires sur un boulevard incroyable, il faut le dire, depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Red Bull enchaîne les victoires avec Max Verstappen et Sergio Perez. Et au Canada, eh bien, ça n'a pas manqué. Une nouvelle victoire du leader du championnat, du champion du monde en titre. Pour vous dire
que là, c'est une voie royale qui commence à avoir pour un possible deuxième titre. Je dis bien impossible parce que on n'est pas encore à la mi-saison. Ça arrive bientôt. C'est le week-end prochain d'ailleurs. Et tout peut encore basculer. On ne sait pas comment ça va se passer. C'est bien simple. Bon, encore une fois, on a vu ce week-end que le moindre battement d'aile de papillon peut tout changer. Bien sûr, on va revenir en détail dans ce week-end de course. Mais on a aussi Ferrari qui a retrouvé un peu de souffle avant ce Grand Prix, puisque ils ont pu voir un Carlos Sainz assez agressif au Grand Prix du Canada. Ça nous a fait aussi plaisir de voir ça. On voit aussi que ce rendez-vous apporte des grosses évolutions chez certaines équipes, notamment chez Alpine qui copie Ferrari, et chez Williams qui copie Red Bull, deux philosophies différentes. Bien sûr, ça a son lot de résultats et de questionnements, bien sûr. Mais on voit quand même que malgré ce nouveau règlement, les équipes arrivent à se copier sans faire de rétro-ingénierie comme on a pu voir dans le passé. Ça, c'est très intéressant de voir que des concepts peuvent être piqués chez les autres. Bien sûr, les images, il suffit de faire comment, on va sur Internet, on les trouve. En Formule 1, c'est pas pareil, ils sont carrément sur place. Mais voilà, ils arrivent quand même à trouver des idées, à les copier bien sûr, et à y mettre en action. C'est quand même à souligner. Et surtout, ce week-end, il faut le dire, on a Mercedes qui s'est invité dans le match parce qu'ils avaient dit peut-être que Silverstone serait un circuit où la voiture fonctionnerait très bien. Et c'est vrai qu'on a vu une Mercedes W13 collée au sol, complètement. Alors, pour la décoller, il faut y aller au chausse-pied. Bon, on en reviendra bien sûr dans leur concept, si j'y pense, normalement, si je l'ai noté, je vais vous dire ça. C'est noté, donc on va en parler. Et, bien sûr, il n'y a pas de chance avant ce Grand Prix de Grande-Bretagne, ça a été marqué par une polémique. Autant mettre les mots sur les choses. La polémique sur des propos de Nelson Piquet, senior, le vrai, le tueur. Comme dirait Jean-Léon Moncey, c'est vrai que les propos de Nelson Piquet senior envers Lewis Hamilton ont été carrément dégueulasses. Connard de raciste, C'est des propos qui n'ont rien à faire en Formule 1 parce que ça salit bien sûr le pilote, ça salit le championnat. Comme Hamilton disait, c'est des personnes à qui il ne faut plus donner la parole parce qu'ils sont dépassés. Et ce qui est vrai, ces personnes sont totalement dépassées. La preuve, Bernie Ecclestone s'est rajouté une couche. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on est allé les voir au vu des bris, Et bien sûr, pour en rajouter, il y a aussi des propos de Yuri Vips pendant une partie de Call of Duty sur Twitch. Déjà vu avec Dan Tictum dans le passé. Alors Vips, lui, c'est encore pire parce qu'il a été dégagé de la filière Red Bull. Alors oui, je l'ai dégagé parce que c'est vraiment le cas. Il a été d'abord écarté, puis vraiment mis à l'écart de la filière. Bon, il est resté chez Hightech, mais bon, ça, c'est un autre sujet, faut dire. Mais c'est vrai que les derniers propos qu'on a eu avant ce Grand Prix de personnes qui n'ont plus rien à faire dans ce paddock, qui sont carrément dépassés, ils n'ont pas leur place en général dans le sport, il faut le dire. Encore moins, bien sûr, dans ce qui est en Formule 1, en ce qui concerne bien sûr Lewis Hamilton. Et bien sûr, on le répétera jamais assez, le racisme n'a rien à faire dans le sport. Point. Voilà. On va passer dans le Grand Prix, après avoir parlé de ces polémiques à débat, et on va parler des qualifications. On va aller un peu se mouiller, on y va. Les qualifications de ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui ont vu la pole position de Carlos Sainz, la première en carrière pour le pilote espagnol, la première avec Ferrari. On va revenir longuement dessus. Donc Carlos Sainz en pole position du Grand Prix devant Max Verstappen et Charles Leclerc, les deux prétendants au titre. Sergio Perez 4e temps devant Lewis Hamilton 5e devant Lando Norris et Fernando Alonso. George Russell 8e temps devant Guan Yu Zhou et Nicolas Latifi. Oui, Latifi 10e temps en qualification, on va en parler bien sûr. En deuxième partie du tableau, on retrouve Pierre Gasly 11e temps devant Valtteri Bottas et Yuki Tsunoda. Daniel Ricciardo 14e devant Esteban Ocon en proie des soucis devant Alexander Albon qui devance Kevin Magnussen, Sebastian Vettel, Mick Schumacher et Lance Stroll. On avait une séance de qualification pluvieuse, météo typique de la Grande-Bretagne. On serait cru en Normandie.
Bon, là, il fait beau, donc ça va. Mais c'est vrai que la pluie s'est un petit peu invitée dans ce week-end, hein. Déjà, dans la première séance du vendredi, bon, il y a presque personne qui a roulé, hein. Ça a plus roulé en deuxième séance, et encore. Mais c'est vrai que la pluie s'est bien invitée dans cette séance de qualification. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des résultats un peu exceptionnels. Bien sûr, on va revenir sur Latifi, le GOAT, il faut le dire. P10 en qualification, le pilote canadien. Bon, on va pas se mentir, il n'a pas la meilleure saison qu'il aurait voulu. Complètement largué, toujours, la plupart du temps, en dernière ligne, jamais à la hauteur en course, tout ça. Et bien sûr, il y a ces rumeurs de remplacement qui sont un peu poussées ces derniers temps par peut-être par l'arrivée prématurée d'Oscar Piastri dans sa voiture. Donc voilà, Nicolas Latifi qui est un peu sous pression, tout ça. D'ailleurs, même lui, il admet, c'est peut-être sa dernière saison. Et ça pourrait peut-être un peu s'arrêter prématurément. Mais on notera que dans cette qualif, il nous a vraiment surpris. On ne s'y attendait pas parce que, bon, on l'a vu passer en Q2, on s'est dit, oh, c'est magnifique. On n'aura peut-être pas mieux de sa part. Eh bien, pourtant, les cieux ont été avec lui. Oui, il faut dire les cieux, puisque dans la deuxième partie de qualification, dans la Q2, il se passe que la pluie a redoublé en intensité et les chronos ne se sont plus améliorés pour les pilotes qui ont été Gasly, Bottas, Tsunoda, Ricciardo et Ocon. Et encore, Ocon, il a eu un problème de recharge de batterie qui l'a un petit peu handicapé dans cette Q2. Et il fallait signer un bon temps avant que l'appli ne redouble. Et ça a été le cas de Latifi, 10e et dernier qualifié pour la Q3. Eh bien, c'est passé pour le Canadien. Et on va pas se mentir, non seulement ça nous fait plaisir pour lui, mais ça nous fait plaisir aussi pour Williams. On va pas se mentir. Et pourtant, Williams qui amène des évolutions que seul Alex Albon a pour ce week-end, eh bien non, c'est l'ancienne évolution qui a marché avec Latifi. Bon, il faut dire que Albon a eu une incompréhension avec son équipe, hein, ce qui est un peu dommage. Pourtant, avec une voiture qui marchait bien pendant les essais. Mais voilà, Nicolas Latifi, 10e, il nous a vraiment surpris. Honnêtement, il n'y a personne qui s'y attendait. Mais vraiment, personne. Bien sûr, on a une autre surprise, c'est Guanyu Zhou qui a été très à l'aise dans cette séance de qualification. C'est bien simple, il a réussi à faire d'excellents temps en Q1 et en Q2. Bon, il a réussi à passer sans encombre. Et même en Q3, c'est bien simple, pendant un moment, il avait le meilleur temps, je vous dis. Guanyu Zhou qui avait le meilleur temps de la Q3, la pole provisoire. Ça n'a pas tenu, bien sûr, mais c'était quand même à noter. Il faut dire que le pilote chinois, est quand même un habitué un peu de Silverstone. C'est un circuit qui lui réussit bien, déjà, il faut le dire. Déjà, il a été poleman et vainqueur en Formule 2 avec Uni Virtuosi, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Uni Virtuosi, son équipe en F2. Et surtout, il est arrivé à mettre un gros écart avec Valtteri Bottas en essai et en qualif. En essai, façon de parler, puisque Bottas a été quand même meilleur temps de la première séance d'essai. Hein. Tu m'étonnes, personne roulait. Mais voilà, pour la qualification, il y avait un sacré écart entre Zhou et Bottas. Et c'est vrai qu'on voit que le Chinois prend ses 16 dans les séances de qualification. Il commence à se montrer et c'est prometteur, voilà, il faut le dire. Ça commence à grimper la progression. C'est très sympa de voir ce que nous fait le pilote chinois. Même si ce qui s'est passé le lendemain est moins flagrant. Voilà. Je cherche les mots. Sinon, dans cette qualification, on a vu que AlphaTauri a redressé la tête avec des essais complètement à l'ouest. Il faut le dire, hein. Et encore, on a vu un détail que Franck Montagny nous a montré pendant les essais sur Canal, où l'un des demi-trains avant de Gasly a été réparé au scotch. Ça m'a un peu surpris d'ailleurs, c'est voir que AlphaTauri, de toute façon, il faut voir la saison d'AlphaTauri qui va être très compliquée, hein. Ça sera plus 2020, ça sera plus 2021.
Donc saison compliquée donc, pour l'équipe italienne qui vient avec une voiture qui n'est pas développée et qui souffre des courses. Il faut le dire, c'est bon, ça a pu redresser même s'ils sont bloqués en Q2. Ça a pu aider cette météo. Et puis surtout, sous ces conditions de pluie, tout ça, les chronos étaient vraiment en constante évolution. Pour la Q3, je vous disais qu'on avait Joe, Paulman provisoire. Mais juste après, on avait un Fernando Alonso, on avait un Charles Leclerc, on avait un Max Verstappen. D'ailleurs, ces deux derniers étaient vraiment à l'aise sous la pluie. Ils nous vendaient dehors, ces deux pilotes. Surtout Verstappen, encore avec des trajectoires dignes du karting, hein, il faut le dire. Et pourtant, les deux ont été battus par un Espagnol et celui qu'on n'attendait pas, la première pole position de Carlos Sainz Junior pour son 150e départ en Grand Prix de Formule 1, le 32e Grand Prix avec Ferrari, là je suis en train de vous sortir le chiffre, et d'ailleurs c'est la 23e pole pour un pilote espagnol en Formule 1, les 22 autres sont à mettre au nom de Fernando Alonso, c'est pour vous dire. Et surtout, Carlos Sainz devient le 104e poleman différent en Formule 1. Et ouais, on a eu dans l'histoire, depuis ces Grands Prix de Grande-Bretagne 1950, 104 pilotes à faire la pole position en Formule 1. C'est des chiffres quand même qui sont à noter, qui sont là pour marquer l'histoire de la F1. C'est quand même très important d'ailleurs. Je sais pas si j'avais marqué... Et non, je l'ai pas marqué, c'est un peu dommage. C'est aussi cette stat sur Sainz. Bon, c'est pas grave, hein, vous irez la chercher, tant pis. Mais voilà, puis depuis le temps que Sainz court après une pole position, et même ce qui va se passer pendant des manches, c'est pas trop tôt, et puis ça le remet en confiance, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas aussi une bonne saison qu'il passe chez Ferrari, hein, même si, moi, je suis peut-être le seul à dire qu'il est en bonne constance, mais voilà. Et bien sûr, on voit que derrière lui, on a Verstappen en embuscade. Comme je vous disais, il était rapide sur la pluie, tout comme Charles Leclerc. Pour vous dire, il va avoir deux furieux derrière lui au départ. Par contre, un petit peu déçu de voir Mercedes un peu reculer. Hein. Bon, Hamilton 5e temps et Russell que 8e temps. Enfin, que 8e temps. Bon, les deux sont en Q3 quand même. Mais voilà, un peu déçu de voir les deux Mercedes un peu reculer sur la grille. Ce qui est dommage, mais par contre, il y a une chose, c'est le naufrage d'Aston Martin. Alors bon, Vettel qui s'est complètement loupé, hein, 18e temps sur la grille. Et alors, Lance Stroll, très loin. Et franchement, très loin. Donc voilà pour cette séance de qualification, la grille qui s'affiche. Pas de pénalité pour la course, tant mieux. D'ailleurs, la course, on va en parler. Et bien sûr, on va revenir sur les faits marquants qui l'ont marqué. On y va. Le Grand Prix de Grande-Bretagne qui a vu la victoire de Carlos Sainz devant Sergio Perez et Lewis Hamilton pour le podium. Un podium assez inédit que personne n'aurait parié. Il faut le dire, hein, parce que Perez 2e et Hamilton 3e. Franchement, il fallait le sortir. La suite du classement avec un Charles Leclerc 4e devant Fernando Alonso, 5e sur Alpine. Lando Norris termine 6e devant Max Verstappen, 7e, on va en parler. Mick Schumacher, premier classement dans les points, 8e dans ce Grand Prix. Sébastien Vettel, 9e, et Kevin Magnussen ferme la marche du top 10. Et le meilleur temps en course est à noter pour Lewis Hamilton. Et bien sûr, on va revenir sur ce qui a fait les gros titres de ce Grand Prix. Malheureusement, c'est le spectaculaire accident de Guan Yu Zhou au départ de ce Grand Prix. Des images qu'on a eu du temps à voir, mais bien sûr, il faut dire quand il y a un accident, la Formule 1 veut s'assurer de la bonne santé des pilotes impliqués avant de diffuser. D'ailleurs, on a eu 2 cas sérieux dans ce départ, mais bien sûr, le plus important, c'était celui de Guan Yu Zhou, qui a carrément vu son Alfa Romeo percuté et parti en tonneau au départ. En fait, le moment, c'est Pierre Gasly qui se fait prendre un petit peu en sandwich par Joe et Russell. Enfin, un peu, parce que c'est plus Russell qui vient sur
sur Gasly, qui ferme un petit peu la porte sans le vouloir, bien sûr. De ce fait, ça se touche. On a Russell qui, du coup, vient toucher Joe par l'arrière. Joe qui part en vrille et du coup qui repart carrément sur l'envers de la voiture. Il part même pas en tournée, il part directement à l'envers. Qui va nous faire une grande glissade sur la piste. D'ailleurs, une piste rongée par l'arceau de sécurité, ça on va parler aussi, qui est rongée par la voiture qui va terminer dans une gravier, qui rebondit, qui repasse au-dessus de la pile de pneus, là où aurait dû s'arrêter la voiture, autant le dire, et qui va terminer sa course dans les grillages de protection de la tribune qui est là pour protéger les spectateurs, hein, et aussi ceux qui sont derrière. La voiture qui va terminer sa course dans les grillages et se poser entre les grillages et les pneus. Quand on voit les images, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Sérieusement, on peut se le demander. Alors, bien sûr, autant le dire, plus de peur que de mal pour le pilote chinois. On l'a vu dans le paddock à la fin du Grand Prix en discussion avec Fred Vasseur et Stefano Domenicali. C'était bien sûr l'une des grandes bonnes nouvelles de ce Grand Prix. Et surtout, il y a une chose qui nous a vraiment surpris déjà, c'est les dégâts de la voiture. Déjà, il faut noter une chose. Le halo, encore une fois, a fait le travail. D'ailleurs, Guan Yu Zhou le dit lui-même, le halo m'a sauvé la vie. Ce qui est vrai. On a vu que le halo, qui a ripé sur tout le long avec la voiture, a quand même permis à Joe de rester en vie. C'est ce qu'il maintenait vraiment, parce que à chaque fois c'est pareil, il faudrait que j'aille chercher ça, mais bon, c'est... Bon voilà, en fait, c'est vrai que le halo a permis d'avoir la voiture carrément posée au droit comme ça, et pas avec le nez en pointe. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné en arrivant sur la ligne gravier, mais c'est vrai que le halo non seulement a fait le travail, par contre, il y a un autre élément de sécurité qui pour le coup n'a pas fait son travail, il faut quand même le dire, c'est l'arceau de sécurité. Au-dessus des pilotes, on a toujours la cheminée d'air pour les voitures, pour l'alimentation en air frais, refroidissement, tout ça. Et dans cette cheminée, il y a l'arceau de sécurité. Alors celui d'Alfa Romeo est un peu particulier puisque c'est un plan central au milieu avec les deux ouïes sur le côté. Et ce qui est... Après, c'est un choix d'aérodynamisme, je ne reviens pas dessus. Mais l'arceau de sécurité, à cet endroit, n'a pas fait son travail parce qu'il a été carrément explosé. Il a été carrément limé par le passage de Joe dans le sens contraire de la voiture. Ce qui est étonnant parce qu'en plus, il faut le dire, historiquement, c'est un élément de sécurité qui a été renforcé après l'accident de Johnny Herbert de Pedro Diniz, en 1999 au Grand Prix d'Europe. C'était déjà sur un Sauber, Alfa Romeo, voilà. Et c'est vrai que sur le coup, on s'est dit, mais merde, comment Diniz à l'époque avait pu survivre avec l'arceau de sécurité parce que la voiture était carrément posée. Après, on se dit, mais c'est pas possible, là, le pilote, à part la tête dans la terre, les mains barrées. Heureusement, il a réussi à s'en sortir. Dieu merci. Mais c'est vrai que là, pour Joe, c'est vraiment un peu flippant. Alors, bien sûr, une enquête va être menée. Peut-être qu'ils vont dire que oui, l'arceau de sécurité a quand même fait son travail. Je vais pas remettre ça en cause, bien sûr. S'ils disent que voilà, l'arceau de sécurité a fait son travail, ok, très bien, il n'y a pas de souci. Mais derrière, ils expliqueront, bien sûr, pourquoi il s'est retrouvé limé comme ça. D'ailleurs, il y a la vidéo qui circule sur les réseaux, une vidéo de Sky Sports, où on voit que le goudron a été carrément limé par cet arceau. Bien sûr, c'était quelque chose de surprenant de voir
toute façon, c'est toujours surprenant de voir un accident en sport auto. C'est surtout celui-là, on a eu vraiment une grande frayeur pour Gonojo. Il y en a un surtout qui s'est inquiété, qui était un petit peu dans un, un petit peu, je vais pas dire pas fautif quand même, mais j'irai pas jusque-là. Un petit peu choqué de ça, bah, c'est George Russell qu'on a vu, qui était, bon, qui a pas pu repartir, mais bon, ça c'est un autre détail, je vais y revenir. On a vu quand même George Russell sortir de sa voiture. La première chose qu'il a fait, c'est courir vers le lieu d'accident de Joe et voir s'il allait bien. Et d'ailleurs, on voit les vidéos de Russell carrément faire ça avec les bras. Maniez-vous, faut le sortir de là. Des images qui sont plaisantes à voir, il faut le dire, de voir un pilote prendre des nouvelles de l'un de ses compatriotes, voir si tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis. C'est des images qui font plaisir à voir, il faut le dire, qui me rappellent un peu dans le passé certains pilotes qui sont venus voir si, si leur compère allait bien. Bon, on avait Sébastien Vettel avec Norris en Belgique l'année dernière, mais bon, c'est plus des images dans les années 90 avec Senna notamment. Aller voir si les pilotes allaient bien après un accident. Et d'ailleurs, bon, autre chose à part, mais pareil, c'était au Grand Prix d'Albi le week-end dernier. Je crois que c'était Michel Blanchemin qui est allé prendre des nouvelles d'un autre pilote après. Pareil, que la voiture s'est retrouvée sur le toit, s'est complètement arrêté. Il est allé aux nouvelles. Voilà, ça c'est un esprit qu'on aime bien voir dans le sport. C'est voir que quelqu'un d'autre aille aux nouvelles d'un autre concurrent. Alors bien sûr, sur les réseaux, bon, certains sont dit, bah tiens, on va utiliser ça pour défoncer Verstappen, ce qui est totalement injustifié, autant le dire. On va quand même le défendre là-dessus, le Hollandais. Mais voilà, de ce qu'a fait Russell, et en plus Russell, c'est le président du GPDA, hein, l'association des pilotes du Grand Prix, donc c'est un peu l'un des premiers concernés de la bonne santé des pilotes, hein, de ses camarades. Mais voilà, c'est quand même une belle image qu'on a vue du pilote britannique. Et c'est franchement l'une des deux images que je retiens. La deuxième, bah, c'est là où s'est planté l'Alfa Romeo après l'accident. Et franchement, ça fait plaisir de voir que Russell est allé aux nouvelles. Ça fait plaisir. Et il y a aussi, ben, pour rester sur Russell, il a été interdit de reprendre la course. Ce qui est un peu dommage parce que voilà, c'était de la bonne foi, voilà. Il allait prendre des nouvelles de son camarade. Il a tenté il a tout tenté pour reprendre la course. Je crois que c'était avec Joe Bauer, qui est dans la discussion. Il a essayé de négocier. Non mais attends, je vais aller voir mon pote qui était bloqué. Laisse-moi reprendre la course avec la bagnole et tout. Regarde, j'ai qu'une roue de pété et tout. Ah, je peux repartir. Allez, vas-y, je te paye, je te paye et tout. Ah non, il a même pas voulu. Alors, en fait, il se passe que la voiture de Russell a été ramenée dans les paddocks par des panneuses. À mon avis, il aurait ramené la voiture par ses propres moyens et rentré par la voie du stand. Je pense que ça aurait pu fonctionner. Ça a été le cas d'Esteban Ocon, aussi impliqué un peu dans tous les accidents au départ. On a vu qu'il avait son demi-train avant droit qui était carrément cassé, hein, mais il est rentré au stand. Les mécaniciens alpines ont pu tout réparer et Ocon a pu reprendre le départ. En fait, d'ailleurs, on m'a fait la réflexion, c'est dommage que Russell n'ait pas pu reprendre le départ de la course. C'est vrai que je suis d'accord, ça me fait chier aussi de voir ça. Mais malheureusement, c'est une logique stupide. Faut le dire, hein, une logique stupide de dire, bah voilà, la voiture est déjà sur des panneuses, tu repars pas. Alors que Ocon a ramené sa voiture par ses propres moyens. En fait, je pense que Russell aurait pu le faire, mais bon. La seule chose, il aurait fallu redémarrer la voiture, tout ça. Il aurait fallu que les mécanos viennent sur la piste et tout. Et ça aurait été compliqué. Parce que, si vous voulez, il y a moyen de redémarrer une Formule 1, en fait, avec tout le système hybride. Mais il n'y a que Ferrari qui en dispose. Il n'y a que Ferrari qui permet de redémarrer la voiture
tout le système électrique. Mercedes, Renault et Red Bull Honda ne peuvent pas le faire. Et c'est un peu dommage que c'est d'ailleurs que ça c'est pas une standardisation dans le règlement. Mais voilà, c'est dommage. Je suis d'accord avec beaucoup pour dire que c'est dommage que Russell n'ait pas pu reprendre le départ. Je suis d'accord, franchement pour le coup. Bien sûr, il y avait un autre pilote qui a été impliqué dans un accident un peu moins grave, mais pour qui c'était aussi inquiétant. C'était Alexander Albon qui s'est fait pousser par Vettel, qui a tapé le mur de face, qui est reparti un peu dans tous les sens, qui s'est fait repercuter un peu à gauche, à droite, de tout ça. Pareil, son état a été inquiétant, mais la bonne nouvelle, on l'a eu dimanche soir. Alex Albon a donc été transféré dans un hôpital pour des examens complémentaires. Il va bien, et c'est tant mieux. C'est vrai qu'on a eu peur pour ces deux pilotes impliqués dans des accidents plus ou moins sérieux. Et savoir qu'ils aillent bien, c'est le principal. En tout cas, ils nous ont fait peur. Ces deux pilotes. Bien sûr, le sport a repris ses droits, hein, et on va pas se mentir. Hormis ces gros accidents au départ, on a quand même eu un Grand Prix qui a été qui a été bien animé en piste. Et ça, je peux vous dire que déjà, Carlos Sainz s'est bien rattrapé à ce deuxième départ, hein, puisque sur le premier, il s'était fait griller la politesse par Verstappen. Mais cette fois, il a sorti les Coronas pour résister à la Red Bull. Bon, même si à un moment, voilà, dans l'enchaînement, je crois que c'était à Chapel où il a perdu le contrôle de sa voiture et où Verstappen est repassé. Mais, karma! Verstappen a eu un souci avec sa voiture, des dégâts aérodynamiques qui ont empêché d'avoir sa voiture performer. Alors, c'est vrai que sur le coup, il a cru à une crevaison. Ça peut le comprendre. S'il perd du rythme et tout, ah bah ça y est, c'est crevé, vite, vite. Je repasse au stand. En fait, c'était même pas une crevaison, c'était des dégâts aérodynamiques sur sa voiture. Et on se rend pas compte à quel point ce nouveau règlement est important sur le niveau aéro que des simples dégâts sur le capot moteur, c'était localisé à cet endroit, ont pu ruiner la course de Verstappen. Pourtant, quand je regardais ces secteurs, il faisait de très bons chronos, mais il n'était pas en confiance avec sa voiture. Il se traînait d'ailleurs. On a pu voir que de temps en temps, il, il se faisait un petit peu garer le Hollandais, mais il a quand même peu résisté. Et sinon, dans la tête de course, on a eu un duel Ferrari. On va pas se mentir. Bon, déjà, on a eu un duel Ferrari. Sainz n'était pas vraiment dans une grande forme. Il n'était pas assez rapide qu'on l'aurait pensé. Et Charles Leclerc était rapide avec un aileron abîmé. Ah oui, il avait carrément un plan d'aileron avant arraché. Il était plus rapide que Sainz. Et c'est quand même incroyable comment les deux ont réussi à se batailler entre radio, entre stratégie, tout ça. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. On sait pourquoi les deux sont carrément livrés une bataille interne. Bon, à un moment, il y a eu la consigne d'équipe, hein, on va pas se mentir. Enfin, la consigne d'équipe... non, pardon, la consigne d'équipe arrive un peu plus loin. Attendez. Oui, il y a un moment, il y a une consigne, je m'en souviens. Mais c'était après parce que Sainz s'est arrêté plus tôt que Leclerc dans la course. Voilà. C'est ça, oui, c'était après l'arrêt de Leclerc que Sainz a eu consigne de laisser passer Leclerc. Voilà. On remet un petit peu tout en place. Mais quand même, il y a autre chose qui a perturbé la course. Et ce qui est un peu dommage, c'est le problème technique d'Esteban Ocon qui a carrément connu un problème de pompe à carburant qui l'a fait arrêter dans la scène de ligne droite des stands. Voilà, donc zone dangereuse, faut évacuer la voiture en sécurité et tout. Donc, safety car en piste. Et là, encore une fois, on a Ferrari qui s'illustre. Ah mais vraiment. Et comment vous dire? On a Sainz qui s'arrête. On a Hamilton, on a Norris, on a Alonso.
Bref, derrière, il y a beaucoup de pilotes qui s'arrêtent. Il y a beaucoup de pilotes. Et pas Leclerc. Et pourtant, quand on regarde les replays, les ralentis, tout ça, au moment où on déclenche la voiture de sécurité, eh ben Leclerc a encore le temps de rentrer au stand. Et on l'appelle même pas. On va y revenir tout à l'heure, de toute façon, sur cette stratégie. Mais, non seulement ça lui a ruiné toute chance de victoire, et même toute chance de podium, il faut le dire. Parce qu'à la relance, oh mazette, on s'est pris de gros duels. Bon, déjà, on a eu le duel Sainz-Leclerc, on a eu le duel Hamilton-Perez. À Perez, d'ailleurs, on ne sait pas d'où il remonte, mais ça, je vais en parler après. On a eu quand même aussi un duel Hamilton-Leclerc-Perez. À un moment, ils sont mis à 3. Il y avait Perez et Leclerc qui sont battus. T'as Hamilton qui passait devant. Salut. Et après, ça s'est redépassé tout ça. Un duel assez incroyable. Même sur la fin de course, on a eu un duel Verstappen-Schumacher. Ça ne rejoignait pas. Mais c'était quelque chose d'exceptionnel. Et puis surtout, il y a une chose que je retiens, c'est le duel Hamilton-Leclerc. Vous avez Hamilton qui va passer Leclerc comme si de rien n'était. Et Leclerc refait l'extérieur à Hamilton dans Cops. Oui, on peut passer à 2 dans Cops. C'est étonnant, hein. Mais cette fin de course, malgré la safety car, a été juste... Bien sûr, il y a eu la safety car pour qu'on ait une fin de course un peu comme ça. Mais c'était juste incroyable. Et surtout des voitures qui arrivent à se suivre, qui se bouffent pas les pneus, c'est quand même exceptionnel. Mais dans son ensemble, c'est vrai que ce Grand Prix de Grande-Bretagne était incroyable. Bien sûr, si on met les crashs de côté, il faut retenir que le positif. Surtout quand on voit ce résultat. C'était quand même exceptionnel ce Grand Prix, il faut le dire. C'était quand même... Alors bien sûr, il y a une chose qu'il faut quand même dire, et heureusement ça s'est passé à côté, bien fait pour leur gueule, c'est des manifestants qui avaient prévu d'envahir la piste pendant le Grand Prix. D'ailleurs, c'est une information qui avait circulé sur les réseaux en début de semaine par la police locale, que des manifestants pro-écologistes avaient prévu d'envahir la piste pendant le Grand Prix. Alors, envahir la piste à Silverstone, c'est pas une première, hein, on a déjà eu ça en 2003. Mais le truc, c'est que ils avaient prévu de faire ça au départ du Grand Prix, et puis heureusement qu'il y a eu enfin, je dis, pardon, je dis heureusement qu'il y a eu les accidents, mais non, les accidents nous ont plus préoccupés sur la santé des pilotes que des manifestants pro-écolo qui des manifestants, tout ça, je dis pas, on comprend leur cause, mais qui mettent en danger leur vie et celle des pilotes, des commissaires, tout ça, pour leur cause, c'est complètement ridicule, inadmissible. Et il y a ça. Aller se tuer pour défendre des causes. Puis en plus, c'est qu'on va se dire, mais se faire percuter par une voiture. Si vous arrivez à retrouver des images de l'accident GP2 de Bruno Senna en ouverture du Grand Prix de Turquie, où malheureusement le Brésilien percute un chien errant, vous verrez comment sa voiture a terminé. Alors imaginez un être humain. Mais heureusement, leur action a été passée au second plan, hein. Et tant mieux, parce que je vous raconte pas le bordel que ça aurait été sinon. Mais voilà, de ce qui s'est passé, c'est inadmissible, autant le dire. C'est inadmissible, et ça n'a rien à faire sur le week-end d'un Grand Prix. C'est comme Extension Rébellion, si je m'en souviens, en 2020, qui a voulu essayer de faire pareil pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais alors, par contre, eux, on a vraiment attendu la fin de course pour en parler, hein. Mais voilà. Et d'ailleurs,
Petite pensée à l'ami Craig de Rupteur qui s'est fait insulter pour avoir relayé cette information de la police locale. Donc, vous voyez, c'est les bien-pensants. Il y a un moment, faut arrêter. Voilà. On a parlé des Grands Prix et des pseudo-écolos de ces morts là. Il est temps de passer au bilan des équipes. Hein. On va quand même passer par Red Bull hein, avec Verstappen, toujours brillant sur la pluie, qui sauve quand même les meubles malgré sa course où il a terminé quand même 7ème. Hein. Et pourtant, je pense qu'il aurait pu faire une course peut-être en soliste, il faut le dire. Mais voilà, il sauve quand même les meubles. Hein. Il faut le noter, ça, il se sort encore bien. Et par contre, grosse course de Sergio Pérez qui a été impliqué au deuxième départ dans des accrochages et tout avec un aileron avant abîmé du coup. Donc du coup, il s'est arrêté vraiment de bonne heure au stand et il a changé d'aileron avant. Et il nous a quand même fait une énorme remontée, le Mexicain. C'est incroyable. De toute façon, des remontées du Mexicain, il faut s'y attendre avec des stratégies surprenantes, hein, surtout côté climatique. C'est comme ça qu'il a gagné Sakir en 2020. Il faut s'en souvenir. Mais voilà, deuxième sur ce Grand Prix, c'est juste incroyable. Une grosse course de Perez, pareil, qui sauve les meubles de Red Bull. C'est quand même à noter, ça va, c'est pas cher payé pour l'équipe autrichienne qui était presque qui était à domicile, hein, puisque Milton Keynes n'est pas loin du Silverstone. Voilà, on passe à la Ferrari, pardon, avec la première victoire de Carlos Sainz. Donc, Carlos Sainz, vainqueur de Grand Prix, je sais plus quel vainqueur, 113e vainqueur différent en Formule 1 de mémoire. Et par contre, une victoire qui est quand même au goût amer, pas pour l'Espagnol, mais plutôt pour Ferrari, parce que oui, Leclerc pouvait gagner, mais putain, on a senti sa frustration en sortie de la voiture, au micro de Laurent Dupont sur Canal. Frustré, et puis on a vu un Mattia Binotto qui a essayé de le rassurer, hein, mais par contre, ça ressemblait plus à une remontrance qu'autre chose de la part du patron de Ferrari là, et surtout ses explications qui disaient on pouvait pas arrêter deux voitures d'un coup parce que on pouvait pas, et puis surtout on pensait que les pneus tendres quand on était monté sur Sainz et puis les autres voitures se seraient usées plus vite et on pensait que là une dégradation des pneus durs de Leclerc, c'est bref, il nous a sorti une excuse. Je le crois plus, Binotto, à force. Je le crois plus, putain. Il vient de niquer un possible doublé de Ferrari, là. Et surtout, il faut le dire, même si Sainz a gagné, il joue pas le titre, Carlos Sainz. C'est triste à dire, mais il joue pas le titre. Pourquoi c'est pas Leclerc qui a été mis en priorité? En plus, comme je vous le disais, Leclerc, il avait le temps d'être appelé au stand. Ils l'ont pas fait, putain. Ah mais Ferrari pour se tirer des balles dans le pied dans les stratégies, mais c'est des champions, mais c'est incroyable. Alors, au moins là-dessus, ils se rendent champions. Depuis le début d'année, ils nous disent ah mais on vise pas le championnat, mais ils peuvent, bordel. Ils peuvent être champions, mais non, ils arrivent à se sacrifier tout seuls comme des grands. Pas besoin de double accrochage entre les pilotes, pas besoin de se faire niquer par les autres pilotes. Ils font le boulot eux-mêmes, c'est incroyable. Putain, mais Ferrari, c'est du n'importe quoi, que ce soit les stratégies, la fiabilité. Je sais pas comment on arriverait à les défendre. Je sais pas, là, c'est inadmissible. Putain, ils font chier Ferrari. Alors oui, ils ont gagné, c'est super pour Sainz. Mais putain, c'est Leclerc qui joue le championnat. C'est Leclerc, c'est pas Sainz, il faut le dire. Manque de merde. Putain, je serais le grand patron de Ferrari, Binotto, je lui mettrais des tatanes dans la tronche. Sérieusement. Ah la vache. On change d'équipe parce que Ferrari m'agace. Et c'est pas le seul. On change d'équipe. Tiens, on va parler de Mercedes avec Lewis Hamilton sur le podium qui nous a quand même sorti une grosse course. Et d'ailleurs, certains disaient peut-être qu'il va gagner son Grand Prix. Et très honnêtement,
Rien que pour faire chez Ferrari, j'aurais aimé qu'Hamilton gagne la course. Mais franchement, j'aurais aimé. Ferrari, c'est Hamilton qui a gagné dans votre cul, hein. Et c'est vrai que voilà, qu'Hamilton nous a sorti une grande course, et franchement, on a retrouvé notre Lewis Hamilton, il faut le dire. Il était en tête des courses d'ailleurs, c'était la première fois qu'il menait un Grand Prix cette saison. Il a appelé Bono à la radio. Mes pneus vont bien. On a retrouvé notre Lewis Hamilton. Mais il faut dire il avait dit qu'il y aurait une W13 qui marcherait dans cette course. Et c'est vrai, elle a marché cette voiture. Elle était vraiment collée au sol. Il n'y avait pas de marsouinage. Et c'est dommage que toutes les courses pour Mercedes, c'est pas Silverstone et c'est pas le Castellier où ils visent encore peut-être un circuit qui ressemble à un billard. Et c'est vraiment dommage parce que ils arrivent à régler leur problème de marsouinage sur une course et là les prochaines ils vont encore morfler. Ce qui est dommage. Ce qui est complètement dommage parce que voilà, Mercedes ils ont le potentiel. Et là ils vont arriver en Autriche, ça va être compliqué. Là ils vont arriver au Castellet, peut-être que ça va être comme Silverstone. Ils vont arriver en Hongrie. C'est pas sûr et ainsi de suite. C'est un peu dommage d'avoir une voiture qui est sur du on-off selon la configuration du circuit. C'est dommage. Et bien sûr, pour George Russell, bon, on l'a évoqué, un course très écourtée. D'ailleurs, pour l'unique fois pour l'instant de la saison, il fait pas un top 5. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on lui a pas laissé reprendre la course. De toute façon, je vous ai expliqué pourquoi. Mais putain, Joe Boyer, t'aurais pu faire un effort quand même. McLaren, tiens, qui sont de passage par ici. Avec un Lando Norris qui répond présent, et tant mieux, il ramène encore des points, le pilote anglais. Par contre, on a des nouvelles de Daniel Ricciardo. Ah mais c'est sérieux. Il est passé où l'Australien? Ouais, c'est... Oui, je sais, j'ai un silence qui en dit long. Et je suis pas le seul. On commence à être nombreux. Même ceux qui arrivent à défendre Ricciardo se disent aujourd'hui, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas chez McLaren pour Ricciardo. Qu'on nous rassure. J'espère que le problème, c'est pas ce qu'il y a entre le volant et le siège. S'il vous plaît, ne nous dites pas ça. On est très inquiet pour Ricciardo là. On est très inquiet. Et c'est... Je sais même pas quoi rajouter sur McLaren. À part qu'ils ont un développement des voitures qui est mis sur pause. Et oui, Norris qui nous fait une belle course. Mais Ricciardo... Putain, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Putain, mais si c'est le cas, moi je vais mettre Derrick, Colombo, Hercule Poirot sur le coup. Hein, même Sherlock Holmes, c'est faux. C'est inquiétant pour Ricciardo. C'est inquiétant, je vous le dis. De McLaren, on passe à Alpine avec une voiture qui commence à fonctionner. Enfin, on a encore vu des marsouinages chez Alpine avec la configuration Alpine, avec la configuration Ferrari, je veux dire. D'ailleurs, Alonso est revenu à l'ancienne configuration et ça a été mieux. La preuve, il nous a fait une nouvelle course incroyable. L'Espagnol, toujours au top. Il aurait pu viser la quatrième place, mais il était un peu loin. Et surtout, on a un Esteban Ocon qui nous faisait une belle course qui a pu être sauvée par ses mécaniciens. Et là encore, la fiabilité qui rejoue des tours. Après, on met en doute que la fiabilité a peut-être joué avec l'accident de départ. Peut-être que la pompe de carburant a pris un coup et a lâché. Peut-être, hein, c'est de la supposition, on ne sait pas. Mais c'est un peu dommage parce que Ocon, il était 7ème avant son abandon. On regrette un peu, ça aurait pu refaire une double arrivée dans les points pour les deux. Pour les deux Alpines, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est... Bon, c'est la course qu'on me dira. Mais on voit qu'Alpine, petit à petit, ça progresse, ça commence à remonter. Et vous voyez que le classement, ça commence à devenir intéressant. On va passer à Alfa Romeo. Et très honnêtement, j'ai envie de faire des compliments à Guanyu qui nous faisait un très beau week-end. Très honnêtement.
Dommage son accident. Bon, le principal c'est qu'il aille bien, comme je vous le disais. Mais c'est dommage, il nous faisait un très beau week-end. Puis ben Valtteri Bottas, voilà, problème mécanique sur sa voiture, qui aura quand même tenté de sauver les meubles, rien que pour le moral de son équipe. Voilà, pas grand-chose pour Alfa Romeo, que Guanyu soit sur pied, c'est le principal. On passe à AlphaTauri avec un week-end totalement loupé et compliqué pour l'équipe italienne. Bon, on a la qualif qui rattrape quand même. Mais sinon, dans son ensemble, non. Bah, on a un Pierre Gasly qui est pas verni, en plus qui s'est fait sortir par son coéquipier. Ah oui, il a fait l'idiot, Tsunoda. Je sais pas qu'est-ce qu'il nous a fait. D'ailleurs, il a reconnu sa faute. Il a dit, oh, je suis désolé, j'ai fait de la merde. Ah bah complètement. Et puis, comme je vous le disais, la voiture qui semble usée chez AlphaTauri pour des réparations au scotch et même au scotch alu, là. Ils aiment bien ce scotch alu chez AlphaTauri. Mais bon, c'est pas ce qui fait les performances de la voiture. Un peu dommage. On passe à As avec les deux voitures dans les points. Ça faisait très longtemps. Je crois que c'était Paris en 2019. De mémoire. Et puis surtout, il faut le noter, les premiers points de Mick Schumacher en Formule 1. C'est pas trop tôt. Alors, depuis le temps qu'on l'entendait. Enfin, 8ème place pour le pilote allemand. Ça nous fait plaisir. Et surtout, il nous a fait un duel jusqu'au bout avec Max Verstappen. Verstappen-Schumacher. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était chez Benetton en 94. Et oui, les papas étaient coéquipiers à l'époque. Il faut le dire. Bah là, c'est les fistons qui se battent en piste. C'est incroyable. Bah franchement, ça me fait plaisir de voir Mick enfin marquer ses premiers points. Et surtout enfoncé dans le texte au micro de Laurent Dupont sur Canal. Et peut-être pareil à la RTBF. Je sais pas, mais ça aussi, ça nous a fait plaisir. Et puis aussi un Kevin Magnussen, sage, dans ce week-end. Bon, ça change un peu, mais voilà, il faut quand même le noter. Aston Martin avec une qualif complètement foirée, il faut le dire. Puis on a Sébastien Vettel qui, je pense, avec son petit roulage sur la Williams de 93, qui lui appartient, hein, c'est l'ancien Williams de Mansell, c'est Vettel qui l'a racheté, avec un carburant propre. Ou alors il nous l'a repeint en verte. Je pense que c'est ça, oui. En fait, voilà, il a pris une Williams, la sienne, pour faire la démonstration. Et derrière, bon, les mecs, la même Williams, vous la repeignez en verte et je vous fonce. Hein, non, je déconne, bien sûr. Mais ouais, Vettel nous a fait une grosse course. Très belle performance du pilote allemand, ça nous fait plaisir. Qui nous a aussi mis à la main de Verstappen. Quant à Lance Stroll, hein, voilà. Et on termine avec Williams qui nous a mis du baume au cœur déjà avec cette qualification de Nicolas Latifi. Bon, l'essai n'a pas été transformé, c'est un peu dommage. Mais voilà, ça nous a fait plaisir de voir Latifi très haut. Et puis surtout, l'autre nouvelle, c'est qu'Alex Albon aille bien aussi. Ça nous fait plaisir de voir que le Thaïlandais qui profitait des nouveautés sur sa voiture aille bien. C'est le plus important, mais sinon voilà. Latifi nous a quand même sorti une course. Allez, on y a cru jusqu'au bout. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais voilà, c'est... Que voulez-vous? Voilà pour le bilan des équipes. Je vous propose de passer au classement. Ça bouge un peu. On va voir ça, on y va. Le classement des pilotes avec Max Verstappen toujours leader devant Sergio Perez, 181 points contre 147. Il y a 34 points entre les pilotes Red Bull. Charles Leclerc est toujours 3ème. Il reprend 6 points à Max Verstappen. 181 à 138. 47, c'est 4ème avec 127 points devant George Russell qui compte 111. Ça n'a pas bougé. Lewis Hamilton, celui derrière avec 96 points devant Lando Norris qui en compte 58. Valtteri Bottas et Esteban Ocon ne bougent pas. Niveau points, Fernando Alonso toujours 10ème avec cette fois 28 points en compteur. En deuxième partie de classement, Pierre Gasly, Kevin Magnussen à égalité, 16 points. Sébastien Vettel repasse devant Daniel Ricciardo avec 15 points chacun. Yuki Tsunoda, celui derrière avec 11 points. Guanyu
toujours à 5 points. Hein. Mick Schumacher fait une petite remontée avec 4 points démarqués dans ce week-end. Alex Albon, Lance Stroll sont toujours à 3 points. Et Nicolas Latifi passe 20e avec sa 12e position. Il passe devant Nico Hülkenberg. Et malgré les 0 points, c'est le classement qui bouge. Et ça fait plaisir. Il faut noter que sur un championnat 20 pilotes en 2021, Nikita Mazepin a terminé 21e. Merci Robert Kubica pour ça. Oui, à ton service, comme tu dis. Côté constructeur, Red Bull est toujours leader, Ferrari toujours deuxième, 328 points contre 265. Il y a 63 points qui séparent les deux équipes. Mercedes passe le cap des 200 points avec 204 points exactement. McLaren toujours 4ème avec 73 points rattrapés par Alpine qui en compte 67. Il y a 6 points d'écart entre les deux équipes. Alfa Romeo à 51 points, ça n'a pas bougé, tout comme Alpha Tauri qui compte 27 points. As repasse 8ème avec 20 points devant Aston Martin qui en compte 18. Et Williams qui ferme le classement avec 3 points. Voilà pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et j'avais envie de finir ce bilan sur un coup de gueule. Pardon. Ça a claqué, je suis désolé. J'avais envie de finir cette vidéo sur un coup de gueule. Bah tiens, sur la FIA. Bah vous irez voir l'accident entre Roy Nissany, le tocard de service, et Denis Sauger sur la course principale de la Formule 2. En fait, je vais faire court. Roy Nissany sort et hors trajectoire et revient comme un gros porc sur la piste, en plein milieu du peloton. Il est tellement revenu comme un gros porc il va les tasser d'une Sauger qui va sortir de la piste. Il tire tout droit en fonçant carrément sur la chicane avant la ligne droite de départ. Il décolle sur l'une des saucisses vibreurs qu'à cet endroit-là et vient percuter Roy Nissany. Là encore, le halo a fait son travail parce que sinon, Roy Nissany, honnêtement, il était plus là. Et mon coup de gueule, c'est que Roy Nissany a réussi à provoquer un putain d'accident dont il a été la victime. Et surtout, ça a été son comportement en piste. Et mon coup de gueule, non seulement vient de Nissany et de la FIA, des commissaires de la Formule 2 qui ont dit Roy Nissany, en Autriche, vous prenez 5 places sur la grille. 5 putains de places sur la grille alors que... Alors Nissany, ça s'écrit C-O-2-N-A-R-D. Il cause un accident où il était la victime, ou d'ailleurs ça aurait pu mal finir pour lui, mais... Pouf. Là aussi, il y a des paires de claques qui sont envoyées. Très honnêtement. Et je suis pas tout seul à dire que l'erreur de Nissany, c'était pas 5 places qu'il aurait dû se prendre, c'est carrément une suspension de course. Il faut le dire. Pour son comportement dangereux en piste, même s'il a été victime de son propre accident qu'il a causé, c'est une suspension de course qu'il aurait dû prendre. Voilà, il faut le dire. Et en même temps, la FIA, vos putains de vibreurs saucisses, ça aussi c'est dangereux, les voitures décollent dessus. Demandez à Pironi en 2019 à Monza. Oui, bah, vous tapez Pironi Monza 2019. Ah bah vous voyez, la F3 a fait wouhou, elle décolle. Je vous jure. Il faut dire que ce week-end a été marqué par des accidents et des sacrés. Et même en Porsche, ça n'a pas manqué. Enfin, moins dramatique, mais ça n'a pas manqué. Voilà, donc cette vidéo se termine sur un coup de gueule. Mérité et méritant, il faut le dire. Bon, mais bon, le plus important dans ce week-end, c'est que tout le monde aille bien. C'est le plus important. Pardon si je me suis énervé sur cette fin de vidéo, hein, mais bon, il faut dire les choses. Mais en tout cas, je vais me reprendre. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à partager vos avis sur ce qui s'est passé, bien sûr, dans ce Grand Prix, de ce qui s'est passé en Formule 2, si vous voulez. On se retrouve très vite pour le Grand Prix d'Autriche, un Grand Prix avec le format de course sprint. On verra ce que ça va donner.
certain, c'est sur les réseaux, c'est sur Twitter, c'est sur YouTube, tout ça. Un grand merci à vous. Bravo. Et à bientôt.